Mes parents m'ont laissé me vider de mon sang pour qu'ils puissent célébrer le succès de mon frère. Maintenant, ce sont eux qui perdent tout. Alors, je garde ça en moi depuis longtemps, je me suis dit que Reddit serait peut-être l'endroit idéal pour enfin m'en libérer. Je m'appelle Derek, j'ai 30 ans et je tiens un petit atelier de réparation de motos personnalisé, enfin, je tenais, en fait. J'y reviendrai plus tard. Grandir à Bristol, dans le Tennessee, c'était nul, pas à cause de la ville, mais à cause de ma situation familiale. Voyez-vous, j'ai un jeune frère, Tyler. Il a 3 ans de moins que moi, et aux yeux de mes parents, le soleil lui sort littéralement du cul. Notre maison était pratiquement le show Tyler, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre salon ressemblait à une sorte d'étrange musée du baseball, avec tous ces trophées exposés comme s'il s'agissait de médailles olympiques ou quelque chose du genre. Des photos d'équipe partout, ces anciens maillots accrochés dans des cadres comme s'il était Babe Ruth ou un truc comme ça. Je ne plaisante même pas, mes parents avaient fait construire un meuble spécial juste pour ces affaires de baseball. Pendant ce temps, mes affaires? J'étais plutôt bon en atelier automobile au lycée, j'ai gagné quelques prix pour des reconstructions de moteurs. Vous savez où ça a fini? Dans un tiroir quelque part, ou à la poubelle peut-être. J'ai eu droit à un c'est bien de mon père une fois tous les 36 du mois. Je me souviens avoir passé tout un été quand j'avais 16 ans à réparer ce vieux moteur Kawasaki, j'ai économisé pendant des mois en travaillant à la station-service pour acheter toutes les pièces. Quand j'ai finalement réussi à le faire tourner, j'étais tellement fier que j'ai appelé mon père dans le garage pour le lui montrer. Le type l'a à peine regardé, est resté là pendant peut-être 20 secondes, à marmonner, c'est bien, mon fils, puis a immédiatement demandé si j'avais vu les statistiques de frappe de Tyler dans le journal ce matin-là. Jean, tu te fous de moi? C'était pratiquement toute mon enfance. Ma mère passait des heures à préparer les plats préférés de Tyler avant ses matchs, il faut que mon joueur vedette ait son énergie, mais quand j'avais un salon de la moto, prends juste quelque chose dans le frigo, Derek. Papa quittait le travail plus tôt pour tous les matchs de Tyler, mais il était trop occupé au bureau pour venir me voir gagner la 2e place au concours régional de moto custom. J'ai même arrêté de leur parler de mes compétitions au bout d'un moment. Quel était l'intérêt? Et putain de bordel de merde, l'argent qu'ils ont dépensé pour Tyler, entraîneur privé, équipements sophistiqués, équipes itinérantes qui se rendaient dans tout l'État, des milliers et des milliers de dollars. Pendant ce temps, j'ai travaillé 2 emplois au lycée juste pour pouvoir me payer des outils et des pièces pour mes motos, je n'ai jamais vu un centime de mes parents pour mes affaires. Le plus dingue, c'est que je ne détestais même pas Tyler pour ça. Ce n'était pas un mauvais gamin, vraiment, juste gâté à l'extrême et complètement inconscient de l'injustice de tout ça. Parfois, je le surprenais à avoir l'air mal à l'aise quand il le couvrait d'éloges juste après avoir ignoré quelque chose que j'avais dit, mais il ne disait jamais rien. Pourquoi le ferait-il? Le gamin vivait un rêve. Quand j'ai eu 18 ans, je savais que je devais foutre le camp avant de perdre la tête. J'avais économisé le moindre centime que je pouvais, et j'ai réussi à louer ce minuscule garage à environ 13 km de la maison de mes parents, assez près pour qu'ils puissent me joindre s'ils se donnaient la peine d'essayer, mais assez loin pour que je n'ai pas à assister à la cérémonie de culte de Tyler tous les jours. J'ai créé cette entreprise de réparation de motos à partir de rien du tout. Pas d'aide de papa et maman, pas de prêt fantaisiste ni de relations familiales, juste moi qui me suis cassé le cul 16 heures par jour, à dormir sur un vieux lit de camp dégoûtant à l'arrière de mon atelier pendant la première année jusqu'à ce que je puisse me payer un vrai appartement. C'était dur comme l'enfer, mais j'étais bon dans ce que je faisais. Le bouche à oreille a fait savoir que je pouvais réparer et modifier les motos mieux que les concessionnaires pour la moitié du prix. Cet atelier est devenu toute ma vie. Mon chien, Max, traînait avec moi toute la journée, dormant au soleil près de la porte pendant que je travaillais. J'avais l'impression de compter vraiment là-bas, vous savez, d'avoir de la valeur. Et puis il y avait cette nana, Mia. Elle a emménagé à côté il y a environ 2 ans et a ouvert ce joli petit café. La première fois qu'elle est venue avec un café de bienvenue dans le quartier, j'ai failli laisser tomber la clé que je tenais. Elle était magnifique, intelligente, drôle, bien au-dessus de mes moyens, mais pour une raison quelconque, elle semblait vraiment aimer traîner et parler de moto et de moteur avec moi. Je ne vais pas mentir, j'avais ces stupides papillons dans le ventre chaque fois qu'elle passait, mais je restais amical et professionnel, juste des trucs de voisins normaux. Après tout, pourquoi quelqu'un comme elle s'intéresserait à quelqu'un de graisseux comme moi? Ma famille avait été très claire sur le fait que je ne valais pas grand-chose, alors j'ai pensé qu'elle pensait probablement la même chose. Tout allait à peu près bien.
Les affaires marchaient bien, j'avais mon chien, mon atelier, et au moins Mia semblait aimer me parler de temps en temps. J'ai pensé que peut-être ma vie était enfin sur la bonne voie. Puis vint le jour, il y a 2 ans, qui m'a ouvert les yeux sur ma position exacte au sein de ma famille. C'était un mardi. Je travaillais sur cette superbe Ducati qu'un riche type de Nashville avait apportée pour une customisation. Il voulait toutes ces modifications fantaisistes qui étaient honnêtement un peu pénibles, mais il payait le prix fort, alors je ne me plaignais pas. Max était à sa place habituelle près de la porte, ronflant comme le bâtard paresseux qu'il est. J'avais ACDC à fond sur mes vieux haut-parleurs pourris. J'utilisais mon découpeur plasma pour modifier le cadre. J'avais fait exactement la même chose une centaine de fois auparavant, rien de compliqué. Mais cette fois, mec, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que le métal avait un défaut, peut-être que je ne faisais pas assez attention. Tout ce que je sais, c'est qu'une seconde, j'étais concentré à faire une coupe nette, et la seconde suivante, il y a eu ce bruit horrible comme du métal qui se déchire, une pluie d'étincelles, et puis le découpeur plasma a violemment rebondi. Le découpeur a tranché ma jambe droite, juste au-dessus du genou. Je me souviens avoir vu le métal rougeoyer en s'enfonçant dans ma chair, et l'odeur, putain de bordel de merde, l'odeur de ma propre chair brûlée. J'ai crié tellement fort que Max a bondi en aboyant comme s'il allait se battre contre ce qui m'avait fait mal. Le sang a commencé à jaillir immédiatement, pas seulement à saigner, mais à jaillir à chaque battement de cœur. Je suis tombé à la renverse et j'ai cogné ma tête sur le sol en béton, ce qui n'a rien arrangé. La douleur? Je ne peux même pas la décrire, comme si quelqu'un avait mis ma jambe dans une fournaise et la tordait. Je me suis déjà cassé des os, je me suis coupé sur des pièces de moteur, je me suis brûlé sur des tuyaux d'échappement, mais c'était un tout autre niveau. À l'aide. Au secours. J'ai crié, mais mon atelier est assez isolé, personne ne pouvait m'entendre par-dessus la musique. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à atteindre mon téléphone. Le sang se répandait rapidement sous moi, se répandant sur le sol de l'atelier comme si j'avais renversé un pot de peinture. Je sentais mon cœur s'emballer, et cette sensation froide et moite se répandait sur tout mon corps. Avec mes doigts ensanglantés qui maculaient l'écran, j'ai finalement réussi à appeler ma mère. Quand elle a décroché, je haletais, à peine capable de sortir les mots. « Maman, ai-je étouffé, je suis blessé, très gravement. Le découpeur, ma jambe, il y a tellement de sang. J'ai besoin d'aide maintenant. » Sa réponse était tout à fait désinvolte, comme si j'avais appelé pour demander ce qu'il y avait pour le dîner. « Derek, chéri, nous sommes en plein milieu de quelque chose d'important. Tu peux appeler une ambulance ? » Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. « Maman, s'il te plaît, ai-je supplié, ma voix se brisant, je perds trop de sang. Je ne pense pas que je puisse. J'ai besoin d'aide tout de suite, s'il te plaît. » Je commençais à avoir des vertiges et la pièce tournait. « Tiens bon, Derek. Nous serons là quand nous pourrons, » a-t-elle dit, puis la ligne s'est coupée. Elle m'a raccroché au nez. J'étais allongé là sur le béton, pressant mon chiffon d'atelier contre la blessure, mais il était trempé de sang en quelques secondes. Ma vision devenait tunnelissée, le noir envahissant les bords. J'ai essayé d'appeler le 911, mais mes doigts étaient trop glissants de sang pour appuyer correctement sur les chiffres. Max paniquait, n'arrêtait pas d'aboyer, de gémir et de me donner des coups de museau sur le visage comme s'il essayait de me maintenir éveillé, un garçon intelligent. Avec ce qui me semblait être le dernier brin de force que j'avais, j'ai essayé d'appeler ma mère à nouveau. Pas de réponse. Puis mon père, directement sur la messagerie vocale, normal. J'ai essayé de faire ma dernière prière, mais Max ne voulait pas me laisser mourir en paix. Même l'au-delà vient avec des interruptions, je suppose. Juste au moment où j'étais sur le point de mourir pour la dernière fois, j'aurais aimé que ce soit le cas, mon téléphone a vibré. Le nom de Tyler s'est affiché à l'écran. J'ai pensé qu'il lui avait parlé de ce qui m'était arrivé et qu'il vérifiait ce qu'il fallait faire. « Hey, Liam. » Sa voix était forte et pâteuse, comme s'il avait bu. J'entendais de la musique et des gens rire en arrière-plan. « Quoi de neuf, mec ? Grand jour aujourd'hui. » J'étais confus. Qui diable est Liam ? Maintenant, je pensais que je n'avais pas bien entendu. Quoi qu'il en soit, j'étais un peu soulagé. Tyler, ai-je haleté, luttant pour sortir les mots, à l'aide. Accident à l'atelier, je saigne beaucoup, j'ai besoin d'aide maintenant. Il y a eu une pause d'1 seconde.
J'ai pensé qu'il ne m'avait peut-être pas entendu, mais ensuite il a ri. Oh merde, désolé, je pensais que tu étais quelqu'un d'autre qui appelait pour me féliciter. On fête ma sélection, mec. Les Braves d'Oblea viennent de me signer, contrat de 2 millions de dollars. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère, Tyler, chérie, viens prendre une photo avec le recruteur. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Ma tête tournait, je pouvais sentir le sang s'infiltrer plus rapidement sous moi. Tyler, ai-je chuchoté, mais la ligne était déjà coupée. La voix de mon père a retenti en arrière-plan, c'est mon garçon. Joueur de baseball professionnel, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. Alors voilà, je me vidais de mon sang sur le sol de mon atelier, alors que toute ma famille était à seulement 13 km de là à faire la fête parce que Tyler avait obtenu un contrat de baseball. Il ne pouvait pas se donner la peine de faire 10 minutes de route pour m'aider. Tyler, s'il te plaît, ai-je chuchoté, mais il avait déjà raccroché. Ma vision s'estompait rapidement maintenant. La douleur commençait à sembler lointaine, remplacée par cet engourdissement étrange et flottant. Pas bon signe. J'en savais assez sur les blessures pour savoir que j'étais en état de choc, probablement en train de mourir cette fois pour de vrai. Les aboiements de Max ont soudainement changé, devenant plus frénétiques. À travers ma conscience déclinante, j'ai entendu la porte de l'atelier claquer. Derek. Je t'ai apporté du café, et, oh mon Dieu, Derek. La voix de Mia, puis son visage est apparu au-dessus de moi, une horreur totale dans ses yeux. Je n'aimais pas qu'elle me voie comme ça. Je me suis toujours présenté comme un type dur et fort devant elle. Derek, reste avec moi. Ne ferme pas les yeux. Elle était déjà au téléphone, hurlant au 911, j'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Lacération grave, saignement artériel, patient perdant conscience. Elle a arraché sa ceinture et l'a enroulée autour de ma cuisse, la serrant fort comme un garrot. La douleur m'a ramené à la conscience pendant un instant. Mia, ai-je murmuré. Ne parle pas, garde tes forces. Ses mains étaient couvertes de mon sang, mais elle n'a pas hésité une seconde. L'ambulance arrive, reste juste avec moi, Derek. S'il te plaît, reste avec moi. Je voulais lui dire que je n'avais pas besoin d'une ambulance, j'étais déjà sauvé là, dans ses bras. Si c'était comme ça que je devais partir, au moins j'avais la meilleure vue. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est ses yeux remplis de larmes, et sa voix répétant mon nom encore et encore. J'ai appris plus tard que Max avait aboyé sans arrêt pendant si longtemps que Mia est venue vérifier ce qui n'allait pas. Si elle n'était pas apparue à ce moment-là, je ne serais pas en train d'écrire ceci maintenant. Le médecin m'a dit que j'étais à environ 5 minutes de me vider complètement de mon sang. Je me suis réveillé au son régulier des moniteurs d'hôpital et à cette étrange odeur antiseptique que les hôpitaux ont toujours. Ma jambe me brûlait, mais au moins j'étais vivant. Mia dormait dans le fauteuil à côté de mon lit, ses vêtements encore tachés de mon sang. En la regardant là, même avec ses cheveux en désordre et ses cernes sous les yeux, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance qu'elle m'ait trouvé. Le médecin est entré quelques heures plus tard, avec un air grave avec son presse-papier et tout le reste. Vous avez de la chance d'être en vie. Si votre voisine ne vous avait pas trouvé à ce moment-là, vous vous seriez vidé de votre sang en 5 minutes. Il s'est éclairci la gorge et a pris ce regard que les médecins ont quand ils sont sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que les dégâts à votre jambe sont importants. Le découpeur plasma a sectionné votre artère fémorale et a causé des dommages importants aux nerfs et aux muscles. Nous avons réussi à sauver la jambe, mais... Il s'est arrêté, et je pouvais voir qu'il essayait de trouver une façon agréable de dire ce qui allait suivre. Vous aurez besoin de plusieurs opérations, et il y a une forte probabilité que vous ne retrouviez pas toutes vos fonctions. Ce genre de blessure, il est probable que vous ne pourrez plus rester debout pendant de longues périodes, ce qui signifie que je ne peux plus travailler sur les motos, ai-je terminé pour lui. Les mots avaient le goût de pierre dans ma bouche. Toute ma vie, mon entreprise, mon identité, tout ce que j'avais construit pour moi-même avait disparu en un seul moment d'inattention. J'ai essayé de comprendre tout ça. Qu'est-ce que j'étais censé faire maintenant? Mia s'est réveillée à ce moment-là et est immédiatement venue à mes côtés, prenant ma main. J'ai eu tellement peur, a-t-elle murmuré. Il y avait tellement de sang, et tu étais tellement pâle, j'ai cru que j'allais te perdre. J'ai essayé de sourire pour elle. Merci de m'avoir sauvé la vie. Elle a serré ma main. Tes parents sont venus? J'ai essayé d'appeler le numéro dans tes contacts d'urgence.
Mes parents? J'ai juste secoué la tête. J'étais trop fatigué pour expliquer toute cette situation merdique. Puis, juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'ils se souciaient peut-être de moi et qu'ils appelaient pour prendre de mes nouvelles. Papa, ai-je répondu, me détestant de toujours espérer. Sa voix est venue, pas inquiète, juste pragmatique. Derek, ta mère et moi avons besoin d'emprunter 25 000 $ pour l'équipement de Tyler et les frais de déménagement pour sa nouvelle équipe. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Pas de « comment vas-tu », pas de « nous avons entendu dire que tu étais blessé », juste directement à demander de l'argent pour Tyler à nouveau. Je suis à l'hôpital, ai-je dit lentement, ma voix tremblant parce que j'essayais de ne pas complètement perdre les pédales, j'ai failli mourir hier. Où étiez-vous quand je vous ai supplié de l'aide? Il y a eu une pause maladroite avant que mon père ne réponde d'un ton méprisant, ne sois pas aussi dramatique, Derek, ce n'était qu'une coupure. Juste une coupure? Je ne pouvais plus me retenir. J'ai failli me vider de mon sang. Le médecin a dit que dans 5 minutes de plus, je serais mort. Et vous étiez tous trop occupés à célébrer le contrat de baseball de Tyler pour vous en soucier. Mia me regardait, choquée, les yeux grands ouverts. Écoute, a dit mon père, d'un ton agacé, comme si je lui faisais perdre son temps, nous sommes désolés que tu te sois blessé, mais la signature de Tyler est une opportunité unique dans une vie. C'est important. Et ma vie ne l'est pas? Je détestais à quel point j'avais l'air pathétique. Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons besoin de cet argent d'ici la semaine prochaine, a-t-il finalement dit. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai juste fixée. Pendant 5 ans, j'avais envoyé à mes parents 1 000 $ par mois pour les aider à payer les dépenses. J'ai toujours pensé que c'était la bonne chose à faire, vous savez, ils avaient un peu de mal avec l'hypothèque, ou du moins c'est ce qu'ils disaient. Maintenant, je savais où cet argent allait vraiment, directement dans la carrière de baseball de Tyler. En quelques clics, j'ai annulé le virement automatique. Terminé. 5 ans à leur donner mon argent durement gagné, et ils ne pouvaient même pas se donner la peine de m'aider quand j'étais en train de mourir. Mia s'est rassise, l'air choqué. Derek, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, tes parents ne sont vraiment pas venus quand tu les as appelés avant que je ne te trouve? Je lui ai tout raconté, comment j'ai grandi en tant que fils oublié, comment je les ai appelés hier et que j'ai été ignoré pendant qu'ils célébraient Tyler, comment je leur ai envoyé de l'argent pendant des années qu'ils ont simplement transféré à mon frère chéri. Quand j'ai eu fini, elle avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Ce n'est pas une famille, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Ce n'est pas comme ça que les parents sont censés agir. C'est juste foutrement tordu. Elle est restée avec moi pendant toute cette première semaine à l'hôpital, tous les jours, m'apportant de la nourriture décente parce que la nourriture de l'hôpital est dégueulasse, m'aidant à comprendre la télécommande, juste en me parlant de choses normales pour me changer les idées. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi auparavant. Mais ensuite, j'ai reçu un message de Tyler, « Salut frangin, j'ai entendu dire que tu t'étais blessé, c'est nul. Au fait, tu as dit à maman et papa que tu ne voulais pas aider à payer mes dépenses? Pas cool mec, la famille s'entraide. » Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Le lendemain, ma mère a appelé et a laissé un message vocal, « Derek, chéri, je sais que tu es contrarié, mais c'est la grande chance de Tyler, nous avons vraiment besoin de cet argent. Rappelle-nous. » Mia était là quand j'ai écouté le message vocal. Elle a pris mon téléphone et l'a supprimé. « Tu n'as pas besoin de cette négativité en ce moment, a-t-elle dit. Puis elle m'a surpris en prenant ma main. « Tu sais quoi? Je vais être ta famille maintenant. Moi et Max. » Quelque chose dans sa façon de le dire a serré ma poitrine d'une manière complètement différente des analgésiques. Quand elle m'a regardé, ce n'était pas avec pitié, c'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir diriger vers moi. Les médecins m'ont dit que j'aurais besoin d'au moins 2 autres opérations et de plusieurs mois de physiothérapie. Les factures médicales s'accumulaient déjà, et ma mauvaise assurance ne couvrait qu'environ la moitié. J'étais confronté à des dettes qu'il faudrait des années à rembourser. De plus, je ne pouvais pas travailler. Mon atelier était vide et je devais quand même en payer le loyer. Je suis foutu, ai-je dit à Mia un soir quand la réalité de tout ça m'a frappé. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer mes factures, je ne peux pas garder mon atelier. Tout ce que j'ai construit est tout simplement parti.
Elle a serré ma main. Nous allons trouver une solution. Je ne vais nulle part. Cette nuit-là, après son départ, je suis resté allongé dans le lit d'hôpital en pensant au fait que mes parents ne pouvaient pas se donner la peine de faire 13 kilomètres pour me sauver la vie, mais Mia, que je connaissais depuis moins de 2 ans, était à mes côtés tous les jours. Certaines familles, on est avec, certaines familles, on les trouve, et parfois la famille qu'on trouve vaut beaucoup plus que celle avec laquelle on est né. Quand l'infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux, elle a remarqué que j'étais encore éveillé. « Vous devriez vous reposer », a-t-elle dit. « Votre petite amie peut revenir demain. » Je ne l'ai pas corrigée sur le fait que Mia était ma petite amie. Pour la première fois depuis l'accident, je me suis endormi avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Les quelques mois suivants ont été un véritable bordel. La guérison d'une blessure comme la mienne n'est pas seulement douloureuse, elle est humiliante. Je suis passé d'un type capable de reconstruire un moteur de moto entier à quelqu'un qui avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. 3 opérations en 2 mois. La première a consisté à réparer une plus grande partie des dommages à ma jambe, la deuxième a traité une infection qui est apparue, la troisième a essayé de réparer une partie des dommages aux nerfs. Chaque fois qu'il me conduisait au bloc opératoire, je me demandais si ce serait celle qui allait enfin me réparer. Chaque fois que je me réveillais, les médecins avaient le même regard prudent sur leur visage. Le médecin avait raison. Je ne pourrais plus jamais rester debout assez longtemps pour travailler sur des motos, du moins pas comme avant. 8 à 10 heures sur mes pieds, à travailler sous les motos, accroupi, à soulever des pièces lourdes, c'était fini. Mon atelier était vide. Je devais quand même payer le loyer, ce qui vidait le peu d'économie que j'avais. Les factures médicales étaient délirantes. Même avec l'assurance, j'en avais pour plus de 80 000 $. L'assurance maladie que j'avais couvrait peut-être la moitié des opérations, et ce, après m'être battu avec eux au téléphone pendant des heures. Mia était la seule chose qui m'empêchait de perdre complètement la tête. Elle me conduisait à mes rendez-vous, m'aidait avec mes exercices et restait tard le soir juste à parler de choses normales pour me distraire. Son café marchait bien, alors elle a commencé à m'apporter le dîner quand elle a compris, avec raison, que je sautais des repas pour économiser de l'argent. Un soir, alors qu'elle m'aidait à rentrer dans mon appartement après la thérapie, ma jambe était dans une attelle et j'étais toujours avec des béquilles, j'ai finalement eu le courage de lui demander pourquoi elle faisait tout ça. Je veux dire, je n'arrivais pas à décider si elle avait le béguin pour moi ou si c'était juste un projet de pitié pour un loser solitaire. Parce que je me soucie de toi, imbécile, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Puis elle s'est penchée et m'a embrassé. Ce n'était pas un moment de film parfait. J'étais crasseux et en sueur à cause de la rééducation, je sentais probablement l'hôpital, et j'étais maladroitement en équilibre sur mes béquilles, mais pour la première fois depuis l'accident, j'ai eu l'impression que ma vie n'était peut-être pas complètement finie. J'ai le béguin pour toi depuis le jour où j'ai emménagé à côté, a-t-elle admis, rougissant un peu. Je n'arrêtais pas de t'apporter du café en espérant que tu m'inviterais à sortir. Je pensais que tu étais juste gentille, ai-je dit, me sentant comme le plus grand idiot de la planète. Elle a ri. Je n'apporte pas de café à tous les voisins, Derek. C'est logique. 2 semaines plus tard, elle a emménagé dans mon appartement. C'est arrivé naturellement. Elle passait de toute façon la plupart des nuits là-bas, à m'aider. Elle a dit que c'était juste plus pratique comme ça, mais je pouvais voir qu'il y avait plus à ça. Ça aurait dû être bizarre de passer de voisin à colocataire à quoi que nous soyons maintenant, mais ça ne l'était pas. C'était bien. Pendant tout ce temps, est-ce que ma famille a jamais appelé pour prendre de mes nouvelles? Devinez un peu. Le seul contact que j'ai eu, c'est ma mère qui m'a envoyé un texto pour me demander si j'avais envisagé d'aider à payer les dépenses de Tyler. J'ai bloqué son numéro après ça. Je commençais à paniquer à propos de l'argent. Mes économies étaient presque épuisées, les factures s'accumulaient et je ne pouvais pas travailler. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Toute mon identité était liée au fait d'être mécanicien moto. Quelle autre qualification étais-je censé avoir? Qu'est-ce que je vais faire, Mia, ai-je demandé un soir, en regardant le plafond. Je ne peux pas revenir à ce que je faisais avant. Je suis inutile maintenant. Elle s'est redressée sur son coude et m'a regardé. Tu n'es pas inutile. Tu es juste différent maintenant. Tu en sais toujours plus sur les motos que n'importe qui dans cette ville. J'ai ricané. Ça ne me sert à rien si je ne peux pas travailler dessus. Alors ne travaille pas dessus, a-t-elle dit. Enseigne aux autres comment travailler dessus.
Je l'ai regardée comme si elle était folle. Qui diable voudrait t'apprendre de moi? Tu plaisantes? Ce gamin, Jamie, traîne toujours dans ton atelier à poser des questions. Commence avec lui. Jamie était ce jeune de 19 ans qui traînait dans mon atelier depuis des mois avant l'accident, posant des questions sur les motos, chiant comme l'enfer, mais sincère. Le lendemain, je l'ai appelé. Tu veux apprendre à reconstruire un carburateur, ai-je demandé. Il s'est présenté à mon appartement 1 heure plus tard, comme si je venais de lui offrir $1 million. Je lui ai enseigné depuis ma table de cuisine, en utilisant des schémas et de petites pièces de moteur sur lesquelles je pouvais travailler en étant assis. Ce n'était pas chic, mais le gamin était à fond. Je lui ai facturé $20 par session, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Jamie l'a dit à ses amis. Bientôt, j'ai eu 3 étudiants, puis 5. J'ai déplacé les leçons dans mon garage où je pouvais au moins avoir des outils corrects à portée de main. Ce n'était toujours pas beaucoup d'argent, mais c'était suffisant pour effectuer les paiements minimums sur mes factures médicales et garder la lumière allumée. Mia regardait tout ça avec un air suffisant de « je te l'avais dit ». Tu es un bon professeur, a-t-elle dit un soir. Tu n'as jamais pensé à en faire quelque chose d'officiel? Comme une vraie école de métier, un truc comme ça? J'en ai ri, mais j'ai gardé l'idée en tête. Ma jambe ne s'améliorait pas beaucoup cependant. Les médecins ont dit que j'aurais probablement toujours des douleurs, une boiterie et que je devrais toujours limiter le temps que je passais debout. Certains jours étaient meilleurs que d'autres, mais je commençais à accepter que c'était ma nouvelle normalité. 4 mois après l'accident, j'étais enfin assez bien pour retourner dans mon atelier, pas pour travailler comme avant, c'était impossible, mais pour essayer ce nouveau truc d'enseignement pour de vrai. J'avais aménagé une petite salle de classe avec des chaises pliantes et un tableau blanc. L'espace de travail proprement dit était toujours entièrement équipé, mais maintenant c'était là que mes élèves apprendraient de manière pratique. Ma petite école comptait alors 6 élèves réguliers, pour la plupart des jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui voulaient apprendre la réparation de motos mais qui n'avaient pas les moyens de suivre une véritable école de métier. Je facturais assez pour garder la lumière allumée, mais pas au point que ces jeunes ne puissent pas se le permettre. Ça ne me rendait pas riche, mais entre ça et l'aide de Mia, je tenais le coup. Puis, sorti de nulle part, alors que j'étais assis à mon bureau en train de revoir des schémas de carburateur pour la leçon du lendemain, j'ai entendu la porte de l'atelier s'ouvrir. Mia était au comptoir. Elle avait commencé à m'aider à l'atelier quand elle ne s'occupait pas de son café. « Derek, tes parents sont là » a-t-elle crié, sa voix tendue. Mon estomac est tombé au fond de mes pieds. Je ne les avais pas vus depuis avant l'accident. Ils sont entrés en ayant exactement la même apparence que toujours. Aucun d'eux n'a même jeté un coup d'œil à mon attelle de jambes ou à la canne que j'utilisais maintenant pour me déplacer. « Derek, a dit mon père, allant droit au but comme d'habitude, nous devons te parler de quelque chose d'important. » J'ai attendu, sans leur offrir de siège ou quoi que ce soit. Pourquoi le ferais-je? Tyler a des problèmes avec l'équipe, a ajouté maman, ajustant son sac à main de marque sur son épaule. Le contrat contenait des clauses que nous n'avions pas prévues, et il doit racheter une partie de son accord. C'est une affaire juridique, a acquiescé papa d'un ton grave. Ça va coûter environ $450 000 pour arranger la situation. Nous avons examiné toutes nos options, et la seule solution est que tu vendes cet endroit. Je les ai juste fixés, ne sachant pas si je devais rire ou crier. Vous voulez que je vende mon entreprise pour renflouer Tyler d'un problème de contrat? Cet atelier ne sert à rien pendant que tu te remets, a dit maman, en faisant un geste autour d'elle comme si tout mon gagne-pain n'était que de vieilles bricoles que j'accumulais. Si tu le vends maintenant, nous pouvons utiliser l'argent pour aider Tyler, et il en restera assez pour que tu recommences quelque chose de nouveau une fois que tu iras mieux. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Après tout, après qu'il m'ait laissé mourir, ils avaient le culot de me demander de vendre mon entreprise pour Tyler. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement, en essayant de garder ma voix calme, vous voulez que je vende l'entreprise que j'ai construite à partir de rien, l'entreprise que je peux encore gérer même avec ma blessure, pour que Tyler puisse se sortir d'un contrat qu'il a signé sans le lire? Papa a froncé les sourcils. Ne sois pas égoïste, Derek. C'est l'avenir de ton frère dont nous parlons. Et arrête d'agir comme si c'était une vraie entreprise. Quoi, enseigner à des jeunes à visser des boulons? Ce n'est pas une entreprise. J'ai failli tomber de ma chaise. Égoïste moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mia s'est avancée depuis le comptoir, les yeux brillants. Égoïste? Vous êtes sérieux là?
Mes parents l'ont regardée comme s'ils venaient de remarquer qu'elle existait. Derek a failli mourir, a-t-elle dit, sa voix aiguë et tremblant de colère. Il vous a appelé en suppliant de l'aide, se vidant de son sang sur le sol, et vous l'avez ignoré. Vous étiez trop occupé à célébrer Tyler pour vous en soucier. Il a subi 3 opérations, il ne se remettra peut-être jamais complètement, et aucun de vous ne lui a rendu visite, pas une seule fois. Et maintenant, vous avez l'audace de vous pointer ici et de lui demander de renoncer à tout ce qu'il a construit juste pour sortir Tyler d'un autre pétrin. La pièce est devenue silencieuse, mais les mots de Mia flottaient dans l'air comme une gifle. Maman avait l'air offensée. Qui es-tu? C'est une affaire de famille, tu te mêles pas de ça. Non. Je l'ai interrompu. Mia est de la famille. Elle est plus de la famille que vous ne l'avez jamais été pour moi. J'ai pointé la porte. Sortez, et ne revenez pas. Le visage de papa est devenu rouge. Espèce d'ingrat. Sortez. J'ai crié, me levant malgré la douleur dans ma jambe. Ils sont partis, papa claquant la porte derrière eux assez fort pour faire trembler les fenêtres. Mia est venue à mes côtés alors que je retombais sur ma chaise, ma jambe battant comme une chienne. Je suis désolé, a-t-elle dit, prenant ma main. Je n'aurais pas dû m'en mêler. J'ai serré sa main. Non, tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, pas parce que je me sentais mal à propos de ce qui s'était passé, ce n'était pas le cas, mais parce que j'étais encore sous le choc qu'ils aient le culot de me demander de vendre mon atelier après tout ce qu'ils avaient fait, après tout ce qu'ils n'avaient pas fait quand j'avais besoin d'eux. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je suis allé à la banque et j'ai retiré mes parents de ma liste de contacts d'urgence. J'ai appelé mon avocat, d'accord, pas mon avocat, un ami qui se trouve être avocat, et je lui ai demandé de rédiger un testament laissant tout à Mia. J'ai même appelé l'hôpital et je me suis assuré qu'ils savaient que mes parents ne devaient recevoir aucune information à mon sujet si quelque chose se reproduisait. Je coupais tous les liens. Une semaine plus tard, Mia et moi nettoyions l'atelier après la leçon de la journée quand elle a soudainement dit « Je pense qu'on devrait rendre ça officiel. » Rendre quoi officiel, ai-je demandé. Elle a fait un geste autour d'elle. Ça, l'école. Enregistrons-la officiellement comme une école de métier, obtenons une certification, faisons ça bien. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Ça coûterait une fortune. De la paperasse, des licences, des améliorations d'équipement. Elle a souri. Mon café marche très bien. J'ai des économies. Nous pourrions être partenaires. Des partenaires commerciaux. J'ai demandé, elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue. Ça aussi. 2 semaines plus tard, nous avons soumis les documents pour créer le Summers Motorcycle Technical Institute, un nom fantaisiste pour ce qui était fondamentalement juste moi qui enseignais à des jeunes dans mon vieil atelier, mais Mia a insisté pour que nous le fassions sonner professionnel. Vous savez ce qui est drôle? Toute ma vie, j'avais essayé d'amener mes parents à me remarquer, à être fiers de moi, et maintenant que je construisais enfin quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait réellement fonctionner, je me fichais qu'ils le sachent ou non. Leur opinion n'avait plus d'importance. Cette nuit-là, alors que Mia et moi célébrions avec des plats à emporter, mon téléphone a vibré avec un texto. C'était de Tyler, le premier dont j'avais entendu parler depuis ce texto où la famille s'entraide. Maman et papa paniquent. Ils pourraient perdre la maison à cause de mon truc de contrat. Tu peux aider. J'ai regardé le téléphone pendant longtemps, pensant à toutes les années où j'avais supporté leurs conneries et à la façon dont ils essayaient de tout tourner à leur avantage, et maintenant ils ont. T'es encore le culot de m'appeler et de me demander de l'aide et de me faire culpabiliser. J'ai tapé, tu es mon frère, mais aucun d'entre vous n'a agi comme une famille quand j'étais en train de me vider de mon sang sur le sol. J'ai une vraie famille maintenant. Bonne chance avec ta carrière de baseball. Puis j'ai bloqué son numéro aussi. Mia m'a enlacé par derrière. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, en fait, je crois que oui. Je me sentais complètement en paix avec ma décision. Ils avaient fait leur choix il y a longtemps, maintenant je faisais le mien. Récemment, j'ai découvert par un vieil ami du lycée que mes parents avaient fini par perdre la maison après tout. Ils n'ont pas pu effectuer les paiements hypothécaires après avoir dépensé tout ce qu'ils avaient pour le rachat du contrat de Tyler. Apparemment, ils ont déménagé dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Papa a dû sortir de sa retraite et prendre un emploi à la quincaillerie locale. Maman a commencé à travailler à temps partiel dans un grand magasin.
Le karma est une salope, je suppose. Chaque fois que je me surprends à me sentir mal pour eux, je me souviens de la vue de mon propre sang qui s'accumulait autour de moi pendant qu'ils faisaient sauter le champagne pour Tyler, et ce sentiment disparaît assez vite. Quant à Tyler, sa carrière de baseball s'est effondrée de manière spectaculaire. Après tout l'argent dépensé pour régler ses problèmes de contrat, il s'est présenté à l'entraînement hors de forme et avec un gros problème d'attitude. L'équipe lui a donné plusieurs avertissements avant de le licencier après une seule saison. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaille comme entraîneur adjoint dans un lycée d'une petite ville, parlant toujours de sa carrière de presque pro. L'enfant chéri a finalement dû faire face à la réalité. Il n'était pas spécial, juste gâté. Parfois, je me demande s'il a déjà réalisé combien nos parents ont sacrifié pour lui, et à quel point il se foutait de moi. Et oui, ça fait 3 ans maintenant que tout s'est passé. Mia et moi nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une petite cérémonie avec juste nos amis et la famille de sa famille. Notre école de moto a maintenant sa certification officielle et une liste d'attente de 2 mois. Nous pensons même à nous étendre à un 2e emplacement. Ma jambe me donne toujours du fil à retordre, et je boiterai toujours, mais j'ai appris à vivre avec. Certaines nuits, je me réveille encore en sueur froide, une douleur fantôme me traversant la jambe, les souvenirs de ce jour-là encore frais, mais Mia est toujours là, me serrant dans ses bras jusqu'à ce que je me rendorme. Ma vieille famille m'a peut-être laissé mourir, mais ma nouvelle me donne une raison de vivre, et c'est plus que suffisant pour moi. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Les couper comme je l'ai fait? Essayez de pardonner? Je suis curieux de savoir ce que les autres pensent. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision, mais ensuite je regarde ce que j'ai construit à partir des cendres de ce jour-là, et je pense que peut-être, juste peut-être, c'était la seule décision que je pouvais prendre. Modif, merci pour tous les commentaires et le soutien. Pour ceux qui demandent, oui, Max va toujours très bien. Il vieillit et devient paresseux, mais il reste le meilleur chien d'atelier du monde.